Cher monsieur Poracchia, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez des liens forts avec le Centre de droit du sport d'Aix-en-Provence. Vous avez été co-directeur scientifique du LAMI droit du sport, devenu encyclopédie droitdusport.com. Vous êtes spécialiste de ce domaine, auteur d'ouvrages, de nombreux articles, notamment l'ouvrage Droit du sport. Et votre intervention porte sur le droit de l'organisateur de spectacles sportifs que l'on a pu voir qualifié dans la doctrine de droit voisin des droits voisins, qui finalement va se hisser au rang des droits de parapropriété intellectuelle et peut-être au-delà. Merci. Alors, merci beaucoup tout d'abord aux organisateurs de ce colloque sur la parapropriété intellectuelle de m'avoir invité à traiter d'une question relative aux droits de l'organisateur du spectacle sportif, ce d'autant plus que la propriété intellectuelle, alors que je suis dans un haut lieu de la propriété intellectuelle, est loin d'être mes spécialités, et donc j'ai un peu l'impression d'être un usurpateur ici aujourd'hui, mais je vais tout de même essayer de vous dire deux mots sur la question du droit de l'organisateur du spectacle sportif. Alors, cette question du droit de l'organisateur du spectacle sportif est en réalité multiple. Ainsi, tout d'abord, est-ce que toute personne peut organiser un spectacle sportif? À supposer que cela soit le cas, comment s'organisent les relations entre l'organisateur du spectacle et les acteurs du spectacle? Ainsi, le premier détient-il un droit permettant, en tout ou partie, de diriger l'action des deuxièmes pour permettre le déroulement de la manifestation sportive? Si oui, de quelle nature est ce droit? Est-il purement contractuel ou d'une autre nature, notamment lorsque les règles édictées par l'organisateur encadrant sa compétition sont de nature administrative? Quelles sont par ailleurs les prérogatives de l'organisateur sur la manifestation qu'il organise? Détient-il sur elle une parapropriété intellectuelle? Et si oui, quel en est le périmètre? Est-il ensuite libre d'exploiter ses prérogatives comme il le souhaite, ou est-il contraint par des règles de concurrence notamment? Si toutes ces questions entrent dans le champ du droit de l'organisateur du spectacle sportif, en réalité, la question centrale qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas la liberté d'organiser une manifestation sportive, qui pourtant n'est pas totale, à raison notamment de l'organisation pyramidale du monde du sport, et en France, du fait de l'attribution d'une délégation de service public à certaines fédérations. Elle n'est pas non plus le rapport d'autorité qui se noue entre l'organisateur de la manifestation et le compétiteur. La question qui est posée est le rapport qui s'instaure entre l'organisateur de la manifestation et la manifestation elle-même, rapport qualifié ici de parapropriété intellectuelle. En d'autres termes, il s'agit de revenir un instant sur le monopole d'exploitation conféré à l'organisateur de la manifestation sportive, en France par le Code du sport, et au plan communautaire et international, en dehors du Code, par un véritable usage, une véritable coutume. L'existence d'un tel monopole ne saurait en réalité surprendre, tant la rationalité économique commande l'appropriation de la manifestation sportive. N'oublions pas que les plus grandes d'entre elles ont pour valeur plusieurs dizaines de milliards d'euros et suscitent en réalité l'engouement de la planète entière. En réalité donc, la manifestation sportive, la chose manifestation sportive, mérite certainement de devenir un bien intellectuel et d'être approprié. Reste alors à déterminer le périmètre de la manifestation sportive et le périmètre des droits sur cette manifestation. Qu'est-ce qui peut rentrer dans ce monopole d'exploitation sur la dite manifestation? Abordons tout d'abord très rapidement, l'appropriation d'un bien intellectuel original qui serait ou qui est la manifestation sportive. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, cette appropriation est posée par le Code du sport à l'article 333.1 alinéa 1er du dit Code, qui nous dit la chose suivante: les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnées à l'article 331.5 sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. À suivre le Code du sport, l'organisateur d'une manifestation sportive est, en France, propriétaire du droit d'exploitation des manifestations qu'il organise. Donc. En revanche, évidemment, la question se pose de savoir si une telle propriété est reconnue au plan européen et international. On le verra, la réponse est positive, car la manifestation sportive présente les caractères tout simplement d'une chose appropriable,
laquelle a finalement toujours été considérée comme appropriée à l'organisateur de la manifestation sportive. Dans les faits, en effet, la manifestation sportive correspond à la réunion de certains invariants. Et toute manifestation sportive correspond à la réunion de ces invariants. Tout spectacle sportif peut en réalité se ramener à une conjonction de différents éléments. Il va mettre en présence des personnes, du matériel, en un lieu, pour une durée déterminée, plus ou moins longue, même si elle est incertaine, pour qu'ils agissent ensemble en suivant les règles du jeu, c'est-à-dire en suivant les normes établies pour la pratique de l'activité sportive considérée en compétition. En réalité, la manifestation sportive ou encore la compétition sportive, et j'utiliserai les deux termes comme synonymes, même si on pourrait discuter de cette synonymie, constitue une action sportive. Cette action est réalisée par les sportifs, encore une fois, réunis en un lieu pour un temps et qui suivent les règles édictées par le sport, et elle est donc parfaitement individualisée, et en réalité, elle est même tout à fait unique, puisqu'elle consomme le temps qui ne peut, par définition, être reproduit. Elle peut elle-même être décomposée en phases, en instants, qui seront donc autant d'éléments de cette action. Étant alors un élément individualisé, une entité, l'action sportive doit être finalement qualifiée de chose incorporelle, mais c'est une chose individualisée. Par exemple, si on prend une compétition de voile, eh bien, cette compétition de voile est constituée par l'action des voiliers et des personnes qui les pilotent sur une étendue d'eau plus ou moins grande, pour un temps plus ou moins déterminé dès l'origine. Ce temps sera soit un terme certain, jour, heure, soit un terme incertain, puisqu'il sera lié au franchissement de la ligne de départ puis d'arrivée. Cette action sportive constitue à la fois cette chose, la compétition, et donc un enjeu de propriété ensuite. La nature de cette chose est assez simple et elle est importante dans la mesure où l'action sportive est réalisée, au moins pour partie, par des personnes physiques, évidemment. Or, celles-ci ne sont bien évidemment pas susceptibles d'appropriation et ne sont pas considérées comme des choses. Aussi, on peut se demander si l'action sportive n'est pas intimement liée à la personne qui la réalise de façon telle qu'elle ne pourrait en réalité pas être réservée. La réponse, cependant, doit être négative ici. Pourquoi ? Parce que l'action sportive est un élément immatériel qui, d'une certaine manière, va se libérer de l'individu, comme la force de travail peut le faire de la personne qui met en œuvre cette force de travail, pour se fondre dans une résultante de l'action de la personne physique, qui va précisément être l'action sportive organisée et qui va résulter du tout. Par conséquent, on le voit, l'action sportive, née de la mise en œuvre de moyens matériels et humains, constitue en réalité une chose immatérielle. La question alors se pose de savoir si cette chose immatérielle est appropriable, si elle est un bien. À n'en pas douter, l'action sportive, considérée comme une chose immatérielle, c'est-à-dire la manifestation sportive, présente les caractères nécessaires à sa reconnaissance comme bien. Comme le disaient des auteurs, utile et rare, une valeur au sens économique du terme devient bien au sens juridique du mot lorsque la société répond par le droit aux soucis complémentaires de réservation et de commercialisation de son maître du moment. Or, la compétition sportive constitue incontestablement une valeur dont l'appropriation présente une réelle utilité. Elle constitue tout d'abord une valeur économique bien évidemment, mais pas seulement. Elle constitue un facteur de cohésion sociale, véhicule souvent un élément identitaire, de nature à assurer au moins partiellement et pendant un certain temps la cohésion d'une nation. Par exemple, paradoxalement, on retrouve à travers cette deuxième valeur les raisons d'une réticence à la reconnaissance de la propriété du spectacle sportif, puisque cela postule ou postulerait en partie du droit d'interdire l'accès, dans les limites du possible, à l'action sportive. Cela permettrait donc aux titulaires du droit de s'approprier en fait ces éléments de valorisation que sont ou que seraient cohésion sociale et nationale. Ceci étant, il paraît en même temps évident que le caractère attractif de l'action sportive suppose, pour être maintenu, un investissement de la part de ceux qui font cette compétition. À défaut d'investissement personnel, financier, etc., la qualité des compétitions, et plus radicalement d'ailleurs leur existence, serait en péril. Or, un tel investissement doit permettre une rémunération qui ne peut provenir, pour celui qui s'investit exclusivement dans l'action sportive, que de celle-ci. Il est donc utile de permettre l'appropriation de l'action sportive, de la manifestation sportive. En réalité, le spectacle sportif fait l'objet d'un droit de propriété car il existe un consensus national et même international pour reconnaître l'existence d'un tel droit sur l'action sportive. Et ce consensus s'explique.
Pourquoi? Parce que l'action sportive est une chose pourvue d'une valeur dont l'appropriation est nécessaire pour permettre à celui ou ceux qui l'ont créée d'en vivre et pour permettre, au-delà, le développement et la promotion du sport. On ne peut donc pas s'étonner que ces éléments aient été que les organisateurs aient été naturellement conduits à affirmer leur propriété sur leur spectacle sportif. Par exemple, la règle 7, chapitre 1 de la Charte olympique précise que les Jeux olympiques sont la propriété exclusive du CIO, qui est titulaire de tous les droits, toutes les données s'y rapportant, notamment et sans restriction, tous les droits relatifs à leur organisation, exploitation, commercialisation des Jeux olympiques. Ce droit de propriété, reconnu évidemment aujourd'hui par le Code du sport, qui n'est pas un droit d'auteur, peut, selon la Cour de justice de l'Union européenne, être créé licitement par les États membres. Plus encore, différentes instances communautaires reconnaissent l'existence de ce droit d'exclusivité sur le spectacle sportif, dont la mise en œuvre peut poser au demeurant de nombreuses difficultés en droit de la concurrence. Le tribunal de première instance des communautés européennes a même reconnu, à l'occasion d'un litige opposant une société de paris sportifs sur les courses de chevaux aux sociétés de course, qui avait refusé de lui octroyer une licence pour la diffusion des sons et images des courses qu'elle organisait, je cite, « leur droit de propriété intellectuelle sur les courses qu'elles organisent ». On le voit, il y a très certainement consensus pour admettre que l'action sportive, chose immatérielle ayant une valeur dont l'appropriation est utile et donc un bien susceptible d'appropriation. La coutume a transformé cette chose en bien, faisant naître un droit de propriété intellectuelle. En droit français, la question est aujourd'hui réglée puisque le Code du sport précise que la propriété du droit d'exploitation des manifestations ou des compétitions sportives appartient donc à l'organisateur. Cela étant, si l'on décompose l'article 331.5, on pourrait dire que la manifestation sportive fait naître un droit d'exploitation et que les organisateurs de celle-ci seraient propriétaires non de la manifestation, mais du droit d'organisation. En d'autres termes, et à suivre le texte, il n'y aurait pas de propriété de la compétition. Il y aurait simplement le droit d'exploitation de la manifestation qui pourrait être objet de propriété. Cette analyse n'est très certainement pas satisfaisante ici. Pourquoi? Parce que le droit d'exploitation dont il s'agit, par définition exclusive, puisqu'il est unique, présente tous les caractères du droit de propriété, si l'on en retient ici que son exclusivité et son absolutisme. Or, il est sinon incohérent, du moins inutile, d'approprier le rapport d'appropriation. Par conséquent, il faut admettre très certainement que l'article L331.1 du Code du sport attribue aux organisateurs de la compétition la propriété de celle-ci. Reste alors à déterminer le périmètre de ce monopole, chose plus délicate. Quel est le périmètre de la propriété de la manifestation sportive? C'est ici que la qualification de bien intellectuel et partant de propriété intellectuelle trouve certainement son sens. Le bien intellectuel renverrait, et je reprends là effectivement l'ouvrage de William Dross ici présent, renverrait à la fois à la forme et à la fonction du bien. Dépassant alors la simple appropriation de la matière, le propriétaire d'un bien intellectuel serait titulaire d'un monopole d'exploitation de sa forme, de sa ou de ses fonctions, en raison de son activité créatrice. Ces éléments se retrouvent en partie certainement pour la manifestation sportive. La manifestation sportive est unique. Si la manifestation sportive est unique, le moment même de la manifestation, l'action sportive, encore une fois, se consomme par le temps, donc elle est effectivement un moment unique. Sa représentation peut être multiple, tout comme sa reproduction. Par conséquent, le créateur de la manifestation, considéré par le droit, et là encore la chose pourrait être discutée, considéré par le droit comme étant l'organisateur, on pourrait discuter cette question, le créateur de la manifestation, considéré, je vous le disais, par le droit français comme étant l'organisateur de la manifestation, doit pouvoir exploiter ses utilités. En d'autres termes, s'il détient en principe un monopole sur l'exploitation immédiate, la matière de l'action sportive in situ, du temps sportif lui-même, il a également vocation à en exploiter la forme à travers le droit de la reproduire en tout ou partie et le droit de la représenter. Allant au-delà, le droit positif semble même lui avoir conféré une sorte de monopole sur ce que l'on pourrait considérer comme une fonction de la manifestation sportive, à savoir protéger l'intégrité du sport en général. Est-ce à dire que
le monopole d'exploitation et la propriété donc, de la compétition sportive est sans limite. La réponse est très heureusement négative. Tout d'abord, la loi, sur le modèle des propriétés intellectuelles, et sur laquelle je ne reviendrai pas, organise des exceptions au monopole des organisateurs au titre spécialement du droit du public à l'information. En outre et surtout, certains éléments ne me semblent pas pouvoir être rattachés à l'action sportive que constitue la compétition, objet du monopole. Quelques éléments rapidement là-dessus, si j'ai encore quelques temps, oui, a priori. À l'évidence, tout d'abord, l'organisateur de la compétition sportive peut l'exploiter matériellement. Cela se concrétise notamment par les prérogatives qui sont offertes à l'organisateur en matière de billetterie, accès à la compétition matérielle, physique, et à ses prérogatives de prestation de relations publiques qui peuvent y être rattachées, et à la condition qu'elles le soient. Au demeurant, cette utilité est même pénalement protégée par l'article L. 313-6-2, alinéa 1er du Code pénal, lequel a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité et a été admis par le Conseil constitutionnel. À côté de l'exploitation de la matière de la compétition, son organisateur peut également exploiter sa forme et bénéficier à ce titre d'un droit de reproduction et de représentation de celle-ci. Ainsi, et sous réserve de respecter le droit du public à l'information organisé par la loi, l'organisateur détient un monopole sur l'image de la compétition et les images qui le composent, et au demeurant, au-delà même de l'image, sur le contexte sonore de ladite compétition. Il peut ainsi refuser toute utilisation commerciale de ces dernières, quel que soit le vecteur de leur transmission. Il maîtrise ainsi les droits de retransmission audiovisuelle de sa compétition, l'exploitation des photographies, des vidéos, etc. etc. Au-delà, et là on commence à toucher fondamentalement les limites de l'appropriation, l'article L. 333-1-1 du Code du sport précise que le droit d'exploitation de la manifestation sportive, et partant donc la propriété de la compétition, comprend le droit de consentir à l'organisation de paris sur celle-ci. En d'autres termes, le propriétaire de la compétition est le seul à pouvoir décider s'il est ou non possible de parier sur sa compétition, car l'organisation de paris sur celle-ci serait, au dire du Code du sport, un élément de sa propriété, dans la mesure où elle constituerait un mode d'exploitation de la compétition. Cette analyse, suivie dans un premier temps par la jurisprudence et consacrée par la loi, peine en réalité à convaincre, car on décerne quand même très mal l'acte d'exploitation de la compétition, c'est-à-dire l'empiètement sur la propriété que manifeste l'organisation d'un pari sportif. En effet, le pari reste par définition extérieur à la compétition, puisqu'aucune des deux parties ne prétend faire naître un lien quelconque entre lui et la compétition. Ces deux parties s'entendent seulement pour payer à l'autre une somme d'argent si tel événement aléatoire se réalise ou ne se réalise pas. On le voit, les parieurs n'utilisent aucune utilité de la chose. En outre, le fait qui déclenchera l'exigibilité de la prestation due par l'un à l'autre n'est qu'une information, le résultat d'une compétition ou de la phase d'une compétition, chose commune, a priori non appropriée ici. Là encore, on ne voit donc pas très bien où serait l'atteinte au droit de propriété de l'organisateur de la compétition, dont le résultat futur est seulement l'objet d'un engagement personnel des concontractants. C'est un contrat de pari entre deux personnes. Refusant d'entendre ces remarques, le législateur a pourtant bien étendu le monopole d'exploitation des manifestations sportives au droit au pari. Comment dès lors tenter de justifier un tel rattachement ? C'est ici qu'il convient peut-être d'envisager la fonction du droit de propriété des organisateurs des compétitions, qui serait de protéger l'intégrité du sport à travers celle de leur compétition. En effet, c'est parce qu'il est considéré que l'activité de paris sportif menace en réalité l'intégrité de la compétition et oblige ses organisateurs à s'organiser de manière particulière pour éviter ce risque, qu'il conviendrait de leur reconnaître en contrepartie, en quelque sorte, le droit au pari. À tout le moins, une telle explication permet de rattacher le droit au pari au monopole d'exploitation de l'organisateur de la compétition, qui doit détenir, à travers sa propriété, les prérogatives nécessaires au maintien de l'intégrité de sa compétition, pour elle-même
et plus encore pour assurer de manière plus générale l'intégrité du sport. Si donc le droit de propriété englobe l'exploitation de sa manifestation matérielle, mais aussi de sa forme, et justifie éventuellement son extension au pari en raison de sa fonction, doit-on aller au-delà et considérer que cette propriété doit donner accès à toutes les valeurs économiques dérivant d'une manière ou d'une autre de la compétition? La réponse devrait être négative, car la création des dites valeurs n'implique pas de toujours pénétrer le rapport d'exclusivité entre le propriétaire et sa chose. Pourtant, la position de la Cour de cassation ne semble pas si tranchée ici. C'est à l'occasion d'un litige qui opposait en l'occurrence la société Fiat à la Fédération française de rugby que la Cour de cassation semble avoir précisé de façon assez peu claire, puisqu'elle reprend les motifs d'appel, donc l'interprétation est assez délicate, semble avoir précisé le périmètre de la propriété des compétitions sportives. Dans cette affaire, de quoi s'agissait-il? Fiat avait fait paraître une publicité dans un journal L'Équipe, dans le journal L'Équipe, mentionnant France 13, Angleterre 24, la Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie, et le texte pronostiquait le score de la rencontre, Italie 500. Pour la Fédération française de rugby, la société Fiat exploitait donc sans droit sa compétition en faisant référence sans autorisation au calendrier de la compétition, au score, ainsi qu'au nom des équipes participant à ces deux matchs se déroulant au Stade de France. La Fédération française de rugby est cependant, et heureusement d'ailleurs, déboutée de ces demandes devant les juges du fond, et son pourvoi est rejeté. Mais il faut tout de même porter attention à la motivation de la Cour de cassation. Elle reprend ici en réalité les motivations des juges du fond qui avaient considéré, je cite, « qu'en l'absence de toute précision ou de distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte. » Pour autant, elle poursuit, donc la Cour de cassation poursuit, reprenant toujours les motifs d'appel, en nous indiquant la chose suivante, qu'il résulte aussi de ces dispositions, donc on parle toujours des mêmes, 333.1, que pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive. Si on s'arrête à ces éléments de droit, le droit de propriété de la compétition permettrait donc de capter toute action dont la finalité est de faire naître un profit qui ne pourrait exister sans la manifestation sportive. Mais il faut tout de même que cela procède d'un acte d'appropriation ou d'exploitation, lequel résulterait du fait de faire naître un profit qui n'aurait pas d'existence sans la manifestation. La formule est parfaitement tautologique. La suite de l'arrêt éclaire un peu la solution. En l'espèce, cette publicité ne sera pas considérée comme portant atteinte au droit de propriété de la Fédération, car cette publicité se borne à reproduire le résultat sportif d'actualité acquis et rendu public en première page du journal d'information et à faire d'une rencontre future également connue, déjà annoncée par le journal dans un article d'information. Dès lors, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, considèrent qu'il n'est pas établi que l'activité économique des mises en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la Fédération française de rugby, constitutifs d'une exploitation directe, illicite, comme non autorisée de tels événements. Si cet arrêt conserve, à mon sens, une véritable part de mystère, il me semble cependant qu'il tente de faire le départ entre l'activité économique qui repose sur le fait sportif et qui ne constitue pas un acte d'exploitation, de l'activité économique qui repose véritablement et directement sur l'action sportive, sur la compétition. Il nous semble donc qu'il admet finalement que ces actes d'exploitation qui recoupent ceux que nous avons envisagés sont bien ceux et ceux-là seuls qui peuvent être attachés à ce monopole. En effet, faire part tout simplement de l'existence du fait sportif que représente la compétition elle-même et son résultat n'interfère pas avec le droit de propriété de l'organisateur qui porte sur l'action sportive. Dire que l'objet existe et éventuellement qu'il est approprié ne porte pas une atteinte à la propriété. Il s'agit seulement d'une relation de fait.
ainsi ne viole pas le monopole de l'organisateur, celui qui organise et propose au public des voyages à l'occasion desquels une rencontre sportive internationale ou nationale se réalise. Il ne s'agit pas ici d'exploiter la compétition, tout au moins lorsque ce dernier ne propose aucun billet et ne fait naître aucun lien, évidemment, avec les organisateurs de la compétition. De même, la jurisprudence nous indique qu'il est possible d'organiser librement des voyages sur les traces du Tour de France. Car l'itinéraire de ces derniers, l'itinéraire passé, dans le monopole, ne fait pas partie du monopole. Ce sont de simples lieux qui existent sur lesquels s'est réalisé à un instant donné quelque chose. Ces exclusions du monopole me semblent tout à fait fondées puisque ces éléments que je viens d'envisager ne sont pas la compétition sportive. Et ce, d'autant plus qu'une extension irraisonnée, bien évidemment, du droit de propriété sur les compétitions sportives atteindrait de manière excessive la liberté du commerce et de l'industrie et surtout la liberté d'expression. Comme l'indique finalement justement la Cour d'appel de Paris dans une affaire où la Fédération internationale de rugby, qui organise la Coupe du Monde, faisait valoir son monopole d'exploitation contre le dépôt de plusieurs marques, la Cour d'appel nous dit la chose suivante: les dispositions du Code du sport, si elles réservent à l'organisateur d'une manifestation sportive son exploitation, ne peuvent avoir pour effet d'apporter une restriction telle au principe de liberté du commerce et de l'industrie qu'elle interdise absolument toute référence à cet événement, même la plus indirecte ou la plus allusive, et empêche tout acteur économique de s'inscrire dans un élan créatif qui imprègne la société tout entière à l'occasion d'une compétition d'un aussi large retentissement. Finalement, l'existence de la compétition, son résultat, son calendrier, son itinéraire au moins passé, ne constitue pas l'action sportive réservée dans sa matière et dans sa forme, voire dans sa fonction. La valeur que peuvent véhiculer de telles informations ne peut donc être réservée à l'organisateur de la compétition. Ce sont de purs faits. Et l'opérateur économique qui en opère une relation ou qui les évoque n'exploite pas la manifestation sportive car il n'accède pas directement en toute partie à l'action sportive en tant que telle, à sa forme ou à son éventuelle fonction. Tout au plus, son comportement devra être examiné sous l'angle du parasitisme, mais cela est évidemment une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Porca, de cet très intéressant et brillant exposé sur lequel on apprend beaucoup. Peut-être je vais présenter Pascal pour diverses raisons. Mesdames, Messieurs, la parole est à présent au professeur Pascal Trévigny, qui, avec le calme olympien qui la caractérise, parce que c'est la petite nièce de Pierre de Coubertin, va nous parler des signes olympiques. Et la parole lui est donnée pour respecter le temps, parce que la pause tout à l'heure et le café, c'est important. Merci beaucoup. Donc, des signes olympiques, une parapropriété intellectuelle à la hauteur d'une exceptionnelle notoriété renommée. Alors, quelques illustrations pour commencer des principaux signes olympiques. Un particularisme qui est effectivement à la hauteur d'une particulière notoriété et qui plus est ancienne. L'organisation des Jeux olympiques mobilise un budget colossal de plus de 12 milliards de dollars américains, dont une partie provient des opérations de parrainage avec des sociétés du secteur privé. En retour, ces sociétés, bien évidemment, attendent quelque chose et elles se voient conférer le droit d'utiliser les symboles, différents symboles, les marques parfois associées au mouvement olympique. La protection des propriétaires olympiques qui comprennent notamment le symbole des anneaux olympiques qui font référence à l'union des 5 continents. Quand on pense aux 6 couleurs, parce qu'on prend en compte le fond blanc, cela renvoyait à l'époque aux différentes couleurs que l'on pouvait trouver dans les drapeaux des nations. Dans les autres signes, on a également donc, la flamme, on a les flambeaux, on a également des petits logos spécifiques qui désormais sont créés pour associer les Jeux olympiques dans telle ville des États. Ensuite, vous savez qu'effectivement, les prochains Jeux olympiques d'été se tiendront en France. Donc, on a plusieurs marques qui ont été enregistrées, en tous les cas des logos Paris 2024, qui ont été utilisés. Auparavant, on aura quand même les Jeux d'hiver qui se tiendront en Chine, à Beijing, du 4 au 20 février 2022, si tout se passe bien.
Le site officiel paris2024.org, je l'ai trouvé bien sombre pour l'instant. J'espère qu'il va un peu s'égayer avec le temps. J'ai un souci de vision, ce qui fait que j'étais surprise du logo. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, une coiffure de jeune femme, alors qu'en fait, non, je pense que c'est la flamme, mais j'ai un vrai souci d'inversion, en fait, et je sais que voilà, j'ai un problème de vision qui fait que... Donc, je pense que c'est la représentation de la flamme que la plupart d'entre vous doivent voir, mais moi, je voyais l'inverse, et donc, voilà, j'étais un petit peu surprise. Peut-être juste un rappel de l'histoire. Au 6e jeu, déjà, se pose la question de l'argent, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons entendu parler d'investissement qui pouvait justifier la parapropriété intellectuelle. Et en moins 756, les organisateurs vont consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il conviendrait de donner aux athlètes à titre de récompense. Et tout se passe bien parce que la brave Pythie leur répond « Une simple couronne suffira ». Et par conséquent, les organisateurs, dit-on, voient leurs intérêts financiers préservés de cette manière. Bon, néanmoins, après, les villes vont consacrer des prix, des remises de prix quand même, plus sonnantes et trébuchantes que la simple couronne de laurier. Tout ceci pour dire que l'argent a une importance, bien évidemment, ce qui très certainement justifie l'élaboration de parapropriétés intellectuelles. Parmi les partenaires officiels mondiaux, donc là je l'ai pris sur le site paris2024.org, donc ils sont cités. Encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'il y a ce partenariat extrêmement important. Et on peut dire que ce sont des jeux réputés, des enjeux par conséquent majeurs, des enjeux financiers majeurs. Les signes olympiques sont extrêmement précieux. Des sondages témoignent effectivement de la très grande notoriété des anneaux olympiques. Ils seraient reconnus par une très large et croissante majorité du public mondial, associée à une image positive véhiculée par les Jeux olympiques, et donc il faut une protection à cela. Le CIO et les organisations qui composent le mouvement olympique sont entièrement financées, en effet, par le secteur privé. Donc le sport mondial est ainsi financé, notamment grâce aux contributions des télévisions des partenaires olympiques, qui sont prêts à payer très cher pour ce droit d'user de ces signes olympiques. Parmi les chiffres que j'ai trouvés donc pour les Jeux olympiques de Londres de 2012, il y a eu 21 000 médias et diffuseurs qui ont été autorisés dans près de 200 pays. 6 000 journalistes ont reçu une accréditation. 4 entreprises partenaires officielles ont contribué à hauteur de 900 millions d'euros, tandis que les sponsors officiels mondiaux, eux, participaient à 800 millions d'euros. Donc on voit effectivement qu'il y a des montants extrêmement importants et il est évident que ces partenaires s'engagent à verser ces montants uniquement s'ils ont la certitude d'être les seuls à pouvoir bénéficier de l'attractivité de ces signes olympiques. Donc c'est absolument déterminant. On voit qu'il y a un besoin extrêmement fort de protection et de protection efficace. Là encore, c'est à la hauteur des retombées qui sont attendues. Ces signes olympiques ne peuvent permettre la conclusion de contrat que si la protection est présente. Il y a différents moyens qui peuvent être utilisés. Moyen classique, le droit commun de la responsabilité civile extra-contractuelle, les articles 1240, désormais 1241 du Code civil. C'est un mécanisme qui est très utile, très utilisé. Je cite une affaire QV-Pierre de Coubertin, où là, effectivement, on a reconnu qu'il y avait une faute qui avait induit un préjudice et que, par conséquent, il fallait le réparer. Et puis, bien sûr, autre mécanisme qui, désormais, peut être considéré comme classique, la responsabilité civile spécifique qui a été intégrée par la transposition de la directive de 1988 à l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Je parle de l'ancienne mouture, où là, c'était effectivement, il fallait démontrer la notoriété. Et on a vu dans certaines affaires, je pense à une affaire Cartier, Most, où la notoriété peut s'effacer petit à petit avec le temps. Donc les magistrats, quand ils sont saisis, doivent vérifier si au moment où on demande de constater la notoriété pour mettre en œuvre ce mécanisme de responsabilité particulière, est-ce qu'elle existe encore et est-ce qu'elle peut permettre la mise en œuvre de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Mais on voit qu'il y a des conditions qui sont citées. Il faut effectivement démontrer la notoriété, je viens de le dire, mais également que le tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou bien de la renommée du signe, ou encore qu'il leur porte préjudice.
Parmi toujours les moyens classiques de défense, il est possible de recourir à la notion de fraude, sans doute. Là, par exemple, les dépôts des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028. Donc là, on imagine que c'était à une époque où Paris n'avait pas encore été déclarée ville officielle. Donc le déposant s'est dit, je vais faire des dépôts prospectifs. Il y en a bien un qui va marcher, oui, effectivement. Bon, la fraude, le principe général du droit, a permis de faire déclarer ces dépôts comme frauduleux. Le règlement sur la marque de l'Union européenne exclut de l'enregistrement des marques qui seraient contraires à l'ordre public aux bonnes mœurs. Là, je me suis appuyée sur l'article de Yann Bazir, qui a publié une étude en octobre 2020 dans la revue Propriété industrielle, que dirige Christian Lestanc notamment. Et, voilà. Et donc pour lui, dans la mesure où les nombreux États membres ont institué des protections spécifiques pour ces signes olympiques, eh bien, cela traduirait selon lui l'impact, l'intérêt pour ces États, et donc ça participerait de leur ordre public. Donc on pourrait aussi se servir de cet élément. Enfin, bien évidemment, toujours classique, on peut parler des marques, vrai droit de propriété intellectuelle classique. Dans un premier temps, le CIO n'enregistrait pas de marques parce qu'en fait, notamment situées en Suisse, on refusait de tels enregistrements à des entités qui n'étaient pas commerciales. Parce que c'est vrai que les marques sont protégées normalement dans la vie des affaires ou au cours d'opérations commerciales, et donc on pouvait se dire que peut-être une association ne pouvait pas avoir ce type d'action. Bon, on en discute, c'est pas le débat. Depuis, le CIO a enregistré de nombreuses marques, d'autant qu'en fait, il oblige les États qui sont déclarés comme ville officielle, à enregistrer différents signes en lien avec les villes, donc Paris 2024, et ensuite à se faire transférer ces marques. Donc forcément, ils ont un très gros portefeuille de marques désormais. Juste des exemples, donc marques nominales, marques semi-figuratives, je ne les ai pas toutes mises, mais il y a beaucoup de marques quand on va sur le site de l'INPI qui ont été déposées, tantôt par la Commune de Paris, collectivité territoriale, tantôt par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, Paralympiques, et puis par le comité français. J'en viens à la parapropriété intellectuelle, puisqu'à côté de ces moyens classiques, s'est développée effectivement une parapropriété intellectuelle. Donc, comment est-ce qu'elle est apparue? Et puis, on va voir qu'elle a reçu une véritable consécration par les textes. Et puis, elle a même été qualifiée de protection autonome par la jurisprudence. Alors, élaboration et reconnaissance d'une parapropriété intellectuelle, c'est en fait les prémices ici que vous avez dans cette diapositive. Je cite la Convention d'Union de Paris, article 6 bis, article 6 ter, où effectivement, là, on nous dit que sans être enregistrés, eh bien, les États membres qui ont adhéré à la Convention d'Union de Paris doivent absolument accorder une protection à des signes notoires, donc qui ne seraient pas enregistrés, mais qui néanmoins vont pouvoir faire comme s'ils étaient une marque parapropriété et dégager des enregistrements qui auraient pu être accomplis sans autorisation, voire interdire des utilisations par des tiers dès lors qu'il n'y a pas eu d'accords qui ont été institués, qui ont été créés. Donc on voit ici, c'est les prémices, encore une fois, selon moi. Après, on a la charte olympique, donc Didier, vous l'avez cité, effectivement, qui est présentée comme la clé de voûte des signes olympiques. On nous dit que le CIO détient tous les droits sur les Jeux olympiques. Je ne reviendrai pas là-dessus. À côté, le traité de Nairobi, qui vient compléter, en fait, ces différents textes. La France n'en est pas partie, ce qui fait que pour ce qui concerne le droit applicable sur nos territoires, eh bien, on ne peut pas faire état du traité de Nairobi, mais le traité de Nairobi est plus précis. Il dit que cela vise en réalité donc le symbole olympique, les anneaux. Donc on a une précision dans ce texte. Pour ce qui concerne la consécration et le régime du parapropriété intellectuelle pour les signes olympiques, en France, on va voir qu'il y a eu cet accueil qui a été réalisé par les textes avec l'article L141-5 du Code du sport et puis peut-être un détachement affirmé par la jurisprudence du CPI par rapport au CPI. L'accueil de cette parapropriété intellectuelle légale, donc l'article L141-5 du Code du sport énonce que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique, des termes Jeux olympiques et Olympiades. Donc c'est vraiment tout un panel important de signes. Donc l'objet de cette parapropriété intellectuelle instituée dans le Code du sport est large. Et on ajoute le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, simplement d'imiter, d'apposer, de supprimer, de modifier les éléments et les termes que l'on trouve donc au premier paragraphe, sans l'autorisation du comité, eh bien, est puni des peines prévues aux articles L716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Donc on voit ici que sans
enregistrements qui créent en principe un droit de propriété intellectuelle, eh bien, la loi reconnaît au CIO la propriété, au comité donc, français, je précise, la propriété des signes olympiques. Il s'agit d'une vraie consécration légale, c'est dans le code. Curiosité dans l'univers des propriétés intellectuelles. La définition, on a une liste, mais on nous parle donc d'emblèmes olympiques. Bon, la devise, on l'identifie effectivement. Des termes Jeux olympiques et Olympiades, est-ce qu'il y a 3 petits points? Sans doute pas, parce que c'est quand même un texte spécifique, mais c'est large. Pas de conditions précisées. Alors, ce qui est rarissime là, c'est une affirmation qui paraît incontestable. Alors, très certainement, là aussi, pourquoi? Parce que ces signes sont mondialement connus, mais peut-être qu'il aurait fallu le dire. Imaginons comme cela a pu arriver, je vous l'ai dit, dans certaines affaires, il y a des signes qui ont été notoires, qui ont été jugés comme notoires, et qui, par le temps, ont été un peu oubliés. Donc, bon, on imagine que les anneaux olympiques ne vont pas tomber en désuétude, mais peut-être qu'il y a certains signes qui peuvent le devenir. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Là, apparemment, on a un texte qui fige ces éléments. Donc, c'est une curiosité. Donc, vraie reconnaissance légale d'un droit donc indiscuté de parapropriété intellectuelle sans enregistrement, du seul fait de la notoriété qui est indéniable donc, de ces signes olympiques. Alors si on compare au sort des marques notoires qui n'ont pas pu accéder à la suite de la transposition en France de la directive de 2015, eh bien c'est assez incroyable en vérité. La parapropriété intellectuelle attribuée aux signes olympiques ne peut s'expliquer que par leur extraordinaire notoriété mondiale touchant des milliards de personnes. Mais sans doute aussi de façon moins naïve, plus réaliste, en raison des investissements et en raison des enjeux financiers qui sont là aussi, tout aussi extraordinaires. Alors, quand même, cela relève d'un régime spécial. Donc, par conséquent, il me semble qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que le législateur a envisagé. C'est vrai qu'on nous dit que si on enfreint ces dispositions, eh bien, on encourt des peines qui sont dans le Code de la propriété intellectuelle. Ces peines sont importantes. Hein. L716-9 du CPI, c'est 4 ans d'emprisonnement, 400 000 € d'amende. Si c'est dangereux pour l'homme, l'animal, eh bien, en bande organisée, sur les réseaux, ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, 750 000 € d'amende. Donc, ce sont des peines qui sont normalement dissuasives et qui sont en tous les cas des peines qui relèvent de l'ordre pénal. On envisage que ces peines-là. Il me semble que pour la réparation civile, en revanche, on ne doit pas pouvoir se fonder sur le Code de la propriété intellectuelle avec une réparation qui est sortie du droit commun, où on doit réparer toutes les conséquences négatives issues des actes de contrefaçon, ou là qui seraient issues des atteintes portées à ces signes olympiques. Il me semble que ça serait aller trop loin. On reste sur un texte spécifique. Je l'espère. Mais par exemple, pour des actes de concurrence déloyale, on a quelques décisions qui se sont dit c'est quand même super intéressant la réparation du CPI. Donc, oui, on peut s'en inspirer. Et donc, on a eu parfois des références à donc, toute la réparation de toutes les conséquences économiques indues et qui sont constatées. En faisant référence aux bénéfices, en faisant référence au préjudice moral, etc. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est une question, est-ce qu'on ne va pas essayer d'attirer cette possibilité? D'autant que ça serait super utile s'il y a bien un milieu dans lequel on a des licences, on a des montants pour les licences. Donc la faculté qui est offerte de pouvoir demander une réparation indemnitaire permettrait de dire, regardez, si la personne était venue me voir, elle aurait versé 100 000 €. Donc c'est le minimum qui doit m'être attribué. Ah bon. Donc là je vais un petit peu loin, mais c'est cette idée que j'espère que ça va rester effectivement une protection spécifique et qu'on ne va pas avoir des dérives. On a une qualification de parapropriété intellectuelle autonome, là c'est la seconde étape, la Cour de cassation dans une décision du 15 septembre 2009 l'affirme. Même si on a une référence au Code de la propriété intellectuelle pour la peine, dans l'article L141-5 du Code du sport, eh bien normalement, quelqu'un me perturbe. Normalement, on a effectivement ici la Cour de cassation qui nous dit ce n'est qu'une référence, mais c'est totalement autonome et donc ne vous servez pas quand même d'une analogie avec le droit des marques. Donc,
là, c'est ce qu'il a été jugé dans cette affaire qui était donc à propos du magazine Têtu, et c'était les Jeux Olympiques du sexe, je crois. Mais on va passer à des choses plus raisonnables. Alors, ici, parapropriété intellectuelle, conclusion ultra parapropriété intellectuelle. J'ai oublié intellectuelle, excusez-moi, sur ma diapositive. Quelle puissance ce régime, quand même, quand on y réfléchit, puisque pas vraiment de définition des signes olympiques, pas vraiment de conditions. Bon, exigé, on nous dit on nous dit juste qu'ils doivent être protégés, pas de durée. Pas d'exception, quoique, mais des sanctions pénales à la clé. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Jean-Michel nous a dit que c'est un droit cool qui a été institué. Donc cette supra-propriété intellectuelle, n'en déplaise sans doute au comité olympique, doit, à mon sens, quand même tolérer des exceptions, des limites. Tout comme son ami Lamarck, je pense que la notion de droit absolu me paraît tout à fait discutable, contestable. Or, le CIO lui-même le dit, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, etc., mais que néanmoins, parfois, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Et par exemple, le droit à l'information. Oui, heureusement, on doit pouvoir citer ceci avec le droit à l'information. Là encore, droit à l'information, mais quand on regarde le site du CIO, ils nous disent oui, mais quand même, il ne faut pas se servir de notre notoriété, de nos investissements. Et donc, en fait, à la fois, ils nous disent qu'il y a une limite, mais tout en précisant que la limite doit être toute mince, toute menue, ténue. Dans les exemples cités parmi les choses interdites, eh bien, à chaque fois, c'est est-ce qu'on ne va pas s'appuyer sur l'événement, sur la notoriété. Donc voilà. Il me semble quand même qu'on doit pouvoir s'appuyer sur les signes olympiques, justement en se référant aux valeurs qu'ils portent pour tenir un discours totalement étranger à la vie des affaires, par exemple un discours politique ou encore un discours militant. Et du coup, j'ai pris quelques exemples que l'on peut trouver sur les différents moteurs de recherche. Donc là, c'est parallèlement au JO de Londres, où on voit un détournement, ça c'est Banksy, un détournement donc et politique. Quand on voit l'athlète, le missile, bon, il y a un message effectivement. Celui-ci est très critique, très critique, sans doute sur la société de consommation. Et puis là, c'est des images où on peut avoir, donc bien sûr, Reporters sans frontières qui agit beaucoup et où là, c'est un discours politique. On les trouve encore sur Internet, donc je pense qu'effectivement, le CIO n'a pas réagi. Donc voilà, donc je pense réellement qu'il faut permettre ces usages, ces utilisations, et je vous remercie de votre attention.